Les bonnes décisions, un podcast de Vincent Posé. Bonjour et bienvenue dans Les bonnes décisions, un podcast original de Vincent Posé. C'est moi où je converse avec des personnalités de la Manche et de Normandie avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité et d'essayer, si possible, de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intime, de la relation avec l'intime, plus précisément celle du couple, celle de la famille, et sa restitution par l'écriture, le jeu pour en arriver au cinéma, rendre la complexité des tensions, des conflits et de l'amour par du son et des images en mouvement, c'est le défi que s'est imposé mon invité. Ou peut-être cela s'est imposé à lui, on va voir ça. Déjà habitué du théâtre et de la mise en scène, il a réalisé son premier court-métrage, Les Amants et la mer, et il se lance aujourd'hui dans la réalisation d'un second film, Le Foulard Bleu. Valentin Bellarbi, bonjour. Bonjour Vincent. Première décision dans Les bonnes décisions, c'est est-ce que nous nous vous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien ? Je préfère le tutoiement honnêtement, sinon ça me met un coup de vieux et franchement je préfère le tutoiement. Ok, alors pour éviter le coup de vieux, on se tutoie Valentin. Donc la première question que j'ai à te poser dans ce podcast, c'est quelle est la meilleure décision que tu as pu prendre dans ta vie aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast ? C'est une question très complexe, mais je pense que ça a été de me dire à un moment... advienne que pourra, je vais réaliser mes rêves, et puis si ça marche pas de regret, quoi. Ça était vraiment le moment où je me suis regardé dans une glace et je me suis dit, bon, Valentin, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Est-ce que tu as envie d'être dans la routine et tout, ce qui peut aussi convenir à certaines personnes, mais moi je me suis dit, il me manque quelque chose, et voilà, j'ai pris la décision de faire mon premier film et de me dire que personne me donnera cette chance de le faire à ma place. Donc j'ai pris la décision de le faire et je pense que ça a été une très bonne décision pour moi. Donc la décision, elle est en rapport avec le cinéma, puisqu'on parle de court-métrage, on va parler de court-métrage. Mais avant de parler du court-métrage, toi, dans ton parcours, comment tu en arrives à faire un film ? Ça commence par quoi ? Ça commence souvent par une idée, par envie de raconter quelque chose. Parce qu'on vit toujours des choses qui sont plus ou moins dures, qu'elles soient légères ou lourdes. On a toujours envie de raconter quelque chose, de mettre en lumière des histoires qui nous touchent et qui peut-être peuvent toucher d'autres personnes. Donc je pense que ça a été aussi une nécessité d'en arriver là, de prendre ces décisions, de faire ces choix-là. Ça arrivait à un moment comme une nécessité. Et pourquoi par le cinéma, ou en tout cas par le court-métrage, par l'image et le son ? Je pense que pour moi, ça m'a paru naturel en fait que ça passe par l'image, par le son, parce que c'est dans mon imaginaire, dans ma tête, les choses ont toujours des images. Quand je ressens une émotion, quand je vis quelque chose, j'ai toujours une image qui s'associe à ça. Et du coup, je pense que le parallèle est assez rapide avec le cinéma. C'est en gros, je ressens quelque chose. Donc pourquoi pas essayer de le montrer en image et de représenter l'image que j'ai en tête de ce vécu et qui sait peut-être par le biais de l'image le faire vivre à d'autres personnes. Comment tu as découvert le cinéma ou comment ça en est arrivé à devenir quelque chose, une passion quoi, pour toi ? Je pense que j'ai toujours été un enfant dans son monde. J'ai toujours eu un imaginaire débordant. Quand j'étais petit, je jouais énormément avec les Playmobil. Je me racontais des histoires, je me créais des univers avec ça. Et puis, à un moment, dans mon parcours, j'ai rencontré le théâtre, j'ai rencontré aussi le cinéma. Et en fait, ça m'a paru comme une évidence parce que je me sentais libre d'imaginer des histoires. Je me suis senti très vite à ma place, que ce soit sur les planches de théâtre, comme aussi à la création du cinéma. Il y a quelque chose qui est arrivé un peu plus tard dans mon parcours et qui, là, m'a donné une réelle révélation. C'est quand j'étais au conservatoire de théâtre. J'ai eu un prof d'écriture et en fait, j'ai toujours eu des soucis avec l'écriture, de ne pas me faire confiance. J'ai des soucis de dyslexie et moi, j'ai toujours pris ça comme un handicap. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose... Enfin, c'est un fait, on a de la dyslexie ou on n'en a pas. Et ce prof d'écriture m'a mis en confiance et ça m'a dit « Ok, donc je peux écrire, notamment au théâtre, mais je peux aussi écrire au cinéma. » J'avais aussi pas mal travaillé sur le scénario du film qu'on avait fait en terminale, parce que j'ai fait 4 ans de classe cinéma au lycée. Donc en fait, ça a toujours fait partie de mon parcours et puis aussi, à force de regarder des films, à un moment, on se dit « Moi aussi, j'ai envie d'en faire. »
Au début, ça a été plus comme acteur que je voulais faire du cinéma. Parce que aussi, il y a ce truc de rentrer dans un rôle, rentrer dans un personnage, sortir en gros de son quotidien et devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est vraiment plus la réalisation, l'écriture qui me plaît parce qu'en fait, on est à la base de la création, on imagine toute l'histoire et on contrôle un peu ce qui se passe, même si forcément, il y a des choses qui nous échappent sur les tournages, tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, je prends vraiment énormément de plaisir à réaliser, à écrire les histoires et à leur donner vie après avec des équipes formidables. Et dans ton parcours, tu commences donc par la classe cinéma ? Non, j'ai commencé par le théâtre, dans une petite compagnie à Neuville-aux-Bois, qui s'est appelée l'AFL, c'est le théâtre associatif du village. Et en fait, tout de suite, à jouer des rôles. Après, je suis allé pendant mon cursus au lycée. J'ai été dans une compagnie qui s'appelle la compagnie Clin d'œil à Saint-Jean-de-Bray, à côté d'où habitent mes parents, tout en faisant la classe cinéma, enfin l'option cinéma au lycée. Et en fait, tout ça a toujours fait partie de mon parcours. Et à un moment, j'ai été contraint de faire une année sans jouer, sans théâtre. Et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Et pareil, à un moment, j'ai fait que du théâtre et pas de cinéma. Et pareil, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Donc je pense que vraiment, j'ai besoin des deux pour avoir un certain équilibre aussi. Et donc, tu disais que tu as fait le conservatoire. Donc ça aussi, c'est un choix très important. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses, tu sors du lycée et tu décides de faire le conservatoire. Oui, la décision, elle n'a pas été simple non plus parce que, voilà, on va pas se le cacher, les diplômes de conservatoire, quand tu arrives dans un entretien d'embauche et que tu dis oui, moi je suis diplômé, mais c'est en conservatoire, j'ai pas de licence de lettres, j'ai pas de fac de commerce, tout ça. Mais en même temps, je suis très reconnaissant de ce parcours-là, de cette décision-là, qui a été en fait une très bonne décision parce que aussi j'ai rencontré des profs exceptionnels qui m'ont vraiment marqué dans mon parcours, qui m'ont fait aussi avoir confiance en moi. J'étais le gars qui était en compagnie, pas mauvais en plus en compagnie, mais on arrive, on est jeune. Donc on a des idées qui nous montent à la tête et très vite, moi ça a été la première année, je me suis pris un peu pardon du terme, mais une claque dans la gueule. En fait, le niveau il est tout autre dans ce genre d'endroit. Voilà. Et puis il y a un prof qui est arrivé dans mon parcours. S'il regarde le podcast, Monsieur Amédée Bricolo, Christian Massas, qui a été vraiment un pilier pour moi, un prof qui m'a énormément marqué, de qui je suis toujours assez proche, on se contacte régulièrement et qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a aussi fait comprendre beaucoup de choses sur moi, notamment sur le jeu, et qui m'a fait aimer le jeu, vraiment tout ça, parce que c'est vrai qu'après ma première année, j'avais un petit, pas du dégoût, mais j'avais quelque chose qui me manquait, je prenais pas de plaisir en fait. Et ce prof m'a fait vraiment prendre du plaisir à jouer. Donc là, aujourd'hui, tu continues de jouer un peu, faire de la mise en scène aussi. Tu es toujours un peu dans ce milieu du théâtre. Et puis, il y a le cinéma qui apparaît. Et donc, tu as sorti un premier film, un premier court-métrage, Les Amants et la mer. Avant de parler de ce court-métrage, juste les thématiques qui te font bouger, en tout cas, que tu as envie d'exprimer, que ce soit dans le théâtre ou le cinéma, c'est quoi ? Moi, j'englobe ça dans un et même terme, c'est l'humanité. J'ai envie de parler de l'humanité, de l'être humain, de toutes les facettes de l'être humain, parce que je trouve qu'on est des êtres très complexes, traversés par des émotions dures, on ne les vit pas de la même façon, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment envie de traiter ça, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, en fait, de l'humain, sa manière de penser, ses schémas de pensée aussi. Et ça m'a toujours fasciné. J'ai mis longtemps à trouver un peu le cinéma, notamment, qui me correspondait, parce que, on va pas se le cacher, mais avec les influences qu'on a, avec tout ce qui a été créé aujourd'hui, on essaie un peu parfois de se dire « Ah bah tiens, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci ». Et en fait, là où ça marche, c'est quand on trouve ce qui nous parle. Et moi, c'est vraiment ce théâtre et ce cinéma de l'humanité. Alors c'est quoi, pour qu'on se rende compte un petit peu, justement, c'est quoi ta famille, on va dire, de cinéma peut-être ? Moi, c'est des Yorgos Lanthimos,
C'est aussi les Scorsese aussi, sur la mafia, par exemple, des casinos, tout ça. Parce que je trouve que c'est des films qui, au-delà de, par exemple, dans les Scorsese, au-delà de traiter juste du thème de la mafia, ils montrent aussi toute la complexité qu'il y a derrière. Il y a aussi, pour moi, un de mes films préférés, qui restera, je pense, à jamais dans mes films préférés, c'est La Nuit du chasseur, de Charles Laughton, qui est un film qui m'a profondément marqué par la profondeur et la complexité du personnage interprété par Robert Mitchum, qui en fait est un prêcheur qui va tout faire pour récupérer l'argent d'un codétenu, au point de traumatiser des enfants. Et je trouve ça fascinant. Puis récemment, je suis tombé en admiration devant le cinéma de Bong Joon-ho, avec notamment Parasite. J'ai commencé, j'avoue, par Parasite, et ça m'a vraiment amené dans son univers. Puis aussi, il y a Xavier Dolan, un des récents aussi, qui, je trouve, moi, c'est le cinéma que j'aime faire, que j'aime raconter, avec cette dureté, cette complexité aussi chez ses personnages. Puis il a mis aussi, il a réalisé un film adapté de la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, qui était magnifique, je trouve. Un des thèmes aussi, peut-être, qui revient dans ce que tu fais, il y a la question du huis clos. La question de la présence et de l'intimité physique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui te fait ressentir et que tu as envie de faire ressentir. Oui, parce que pour moi, c'est aussi beaucoup un reflet de ce qu'on peut ressentir, le huis clos. Le fait qu'on se retrouve dans un décor fermé, entre deux personnes qui ont aussi, eux, pas forcément leur esprit fermé, mais qui se sentent fermés sur des choses, sur des positions. Par exemple, dans mon premier film, c'était sur ce qu'ils voulaient de leur relation, mais ils sont fermés dessus. Et je trouve que le huis clos permet d'accentuer cette oppression, d'accentuer ce côté prison, en fait, intérieur. Je pense que ça vient aussi de mes influences du théâtre, mais le décor raconte quelque chose. Et le fait de se limiter aussi en termes de décor, je trouve que ça apporte aussi quelque chose au jeu des acteurs, aux comédiens qui en plus sont formidables. Donc voilà. Dans le huis clos, il y a la question de la communication, en fait. C'est quelque chose qui te traverse aussi dans ce que tu proposes. C'est totalement vrai. Tu touches un point qui est super important pour moi, c'est que dans le huis clos, physiquement, ça rapproche les personnages, mais ça ne veut pas dire qu'en étant proche comme ça, tu vas communiquer. C'est aussi, je trouve que, malgré tout, ça accentue la profondeur, la distance qu'il y a entre les deux personnages, parce qu'ils ont beau être super proches. Par exemple, dans Les Amants et la Mer, les deux personnages sont ensemble, ils sont amants. Pourtant, cela n'empêche qu'il y a une énorme distance entre eux, malgré le fait qu'ils soient dans le même espace. On peut être proche physiquement et très éloigné. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on va parler de ce premier film, justement, Les Amants et la Mer. Alors, vous écoutez ce podcast, vous voulez soutenir Valentin parce qu'il y a un deuxième film qui se prépare, Le Foulard Bleu. Et bien, il y a une campagne de financement sur Ulule. Vous tapez Le Foulard Bleu et vous pouvez donner, en tout cas, vous pouvez soutenir le projet de Valentin. Et pour bien comprendre l'univers de Valentin, on va parler justement de ton premier film, Les Amants et la Mer. Donc c'est une histoire où il n'y a que deux personnages. Là aussi, ça revient à ce que tu expliques, la simplicité de dispositif, la simplicité de lieu. Il y a un lieu, il y a un peu d'extérieur, et puis il y a surtout deux personnages qui sont là. Donc le film, tu l'as un petit peu raconté. Voilà, c'est ces amants qui essayent de faire le point sur leurs relations, savoir qui ils sont l'un pour l'autre. Là, je vais plus te demander, toi, l'expérience de ce tournage. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est déjà organisé? Puis ensuite, comment ça s'est passé? Déjà, je voulais juste revenir sur un truc. Je considère qu'il n'y a pas deux personnages, mais il y en a un troisième avec la mère. Et puis, on a eu de la chance parce qu'on a tourné à Agon-Coutainville. Et la Manche joue particulièrement bien. Donc, et puis pareil, la météo aussi jouait particulièrement bien. Donc on a eu de la chance sur ça. Donc pour en revenir à ta question sur le dispositif, le tournage, tout ça, moi ça a été un long processus quand même, ce film. Ça a été une longue période parce que
fait, avant Les Amants et la mer, je le considère pas du coup le film d'avant, Les Amants et la mer, comme un premier court-métrage. C'était plus de l'ordre de l'exercice. Parce que sur ce premier, Adieu, j'étais tout seul. J'avais 2 acteurs, 2 comédiens que j'ai dirigés. Mais en même temps, j'étais à la caméra et au son et au montage. Maintenant, avec le recul, je peux dire il faut savoir mettre ses limites et se dire que voilà, on fait très bien certaines choses, mais il y a des choses où on a besoin d'une équipe. Et donc, ça m'a fait réaliser que pour Les Amants et la mer, j'avais besoin quand même d'une équipe derrière moi. Et le processus a été long parce qu'il y a eu l'écriture. L'écriture est allée très vite. J'écris toujours très vite, que ce soit des scénarios, des pièces. J'écris toujours très vite. Ça m'a pris 1 mois d'écriture, mais après, ça a été le processus de me dire je le fais ou je le fais pas. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup travaillé parce que aussi, est-ce qu'on a les épaules de porter un projet? Puis on a tous des pensées invasives où on se dit est-ce que je suis légitime à le faire? Les pensées intrusives, voilà, on connaît tous un peu. Puis à un moment, je me suis remis en question. J'ai dit, moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de kiffer la vie, quoi. J'ai envie de faire ma passion, qui est le cinéma. Et donc, j'ai lancé sur une plateforme qu'on connaît bien dans le cinéma, notamment dans le court-métrage, qui est cinéaste.org. J'ai commencé à mettre des petites annonces, notamment pour les acteurs. J'ai eu en premier les acteurs qui sont arrivés très vite. Je ne pouvais pas rêver mieux en termes de casting, parce que les 2, en plus, ils ont créé une vraie alchimie. Donc, c'est ce qui fait marcher le film aussi. C'est l'alchimie entre les acteurs, surtout quand on écrit un couple. Et puis, il y a eu aussi tout le recrutement de l'équipe technique. Moi, ça a été aussi un challenge de recruter une équipe, dans le sens où ça veut dire, si je confie des postes à d'autres personnes, ça veut dire que ça, je ne le contrôle pas. Et c'est un point où je pense qu'il faut savoir, à un moment, se dire je fais pas bien. Par exemple, je sais faire un cadre, mais je ferai pas un cadre pour un film. Je vois un peu où placer la caméra, mais je saurais pas faire mieux que ce qui a été fait. De fil en aiguille, l'équipe s'est étoffée. On s'est retrouvé à 8. Et puis en fait, le choix du lieu aussi m'est apparu très, très rapidement. Le choix de tourner à Agon-Coutainville, en fait, j'étais retombé sur une vidéo de moi enfant sur la plage d'Agon-Coutainville en train de chanter une comptine qu'on avait appris à l'école. Et du coup, je me suis dit, parce qu'au début, j'hésitais entre 2 endroits où j'ai grandi en Normandie, qui sont les plages de Carole avec les falaises, tout ça, qui est aussi un très beau décor. Et je voulais des plans sur la mer qui s'éclate contre les falaises. Et puis la plage d'Agon-Coutainville. Et au final, j'ai choisi Agon-Coutainville aussi parce que c'est là où j'ai le plus grandi. J'ai passé beaucoup d'été chez mes grands-parents là-bas. Et il y a une sorte de boucle qui commence, entamer une boucle, ouvrir mon cinéma par Agon-Coutainville. Je trouvais ça très, très beau. Si je résume, cette expérience de tournage, déjà, faut se lancer, Ah oui. parce qu'il faut avoir les épaules pour recruter, diriger une équipe. Apprendre à lâcher prise aussi sur des choses que tu peux pas maîtriser, tout en gardant la maîtrise du projet général et puis tes exigences aussi de réalisation, donc faire passer aussi ces messages-là. Donc tu as une équipe, ça va, là, ça a bien pris. Et puis quand on parle d'avoir les épaules, c'est aussi produire. C'est-à-dire que là, c'est toi qui produis ton propre court-métrage. Tu l'as dit en ouverture de ce podcast, il faut faire les choses, sinon on ne vient pas te chercher. Ouais. Donc, tu es parti de ce principe-là, je vais faire les choses, mais faire les choses, ça a un coût. Donc, c'est pour ça que je rappelle que pour ton prochain projet, il y a un financement participatif. Vous avez la description, vous avez les liens en description de l'épisode, évidemment, et puis sur les stories, sur tout ça, tout ce qui va circuler. Mais pour ce projet-là, si tu peux nous dire quelques mots sur l'aspect financier, parce que tu as fait un financement participatif, mais ça n'a pas couvert tous les frais, quoi. Évidemment. Non, c'est sûr. Ça a quand même ça a couvert une partie des frais parce que j'aurais pas mis tout le budget dedans. J'aime bien avoir un peu de transparence sur les budgets. Et en gros, Les Amants et la mer, au total, avec la post-production, il était entre 7 000 et 8 000 euros. Ce qui, quand même, pour un court-métrage, n'est pas si énorme que ça. Ça, c'est dans la tranche basse, on va dire. Et il y a eu quasiment 6 000 euros de mes économies dans ce projet. Après, comme je dis, c'est que j'avais conscience que c'est un premier et que pour un premier, la campagne de financement ne va pas tout couvrir parce que aussi,
Il y a un truc de confiance. Les donateurs, il faut qu'ils aient confiance envers un projet, envers une personne. Et je pense qu'avec un premier aussi, c'est qui tout double. C'est soit ça prend, et soit aussi la personne fait le projet et le fait dans les meilleures conditions possibles. Soit avec cet argent, elle fait un film mais qui aura ses défauts. Voilà, donc c'est aussi beaucoup de confiance à donner, et c'est très dur à donner de la confiance, surtout sur des projets comme ça, où on n'a pas forcément l'habitude de monter des projets, que ce soit audiovisuel, théâtral, tout ça. Je pense que c'est quelque chose de complexe malgré tout, et tout le monde n'est pas initié au cinéma, donc on va dire... Quand je parle du coup des Amants et la mer ou du Foulard bleu, on peut se demander pourquoi autant. Mais il y a les frais de matériel, qui sont la plupart des frais sont dans le matériel, parce que déjà, si on veut une bonne caméra, le prix il est tout de suite plus élevé, surtout pour 4 jours de tournage sur les Amants et la mer. Puis il y a eu le son, puis en plus, il y a le défraiement. Parce que l'idéal, même si souvent les projets courts-métrages à notre échelle sont pas rémunérés, puisqu'on n'a pas souvent de production derrière, donc on s'arrange pour faire un défraiement, c'est-à-dire couvrir les frais de transport, les frais de nourriture et les frais de logement. Mais ça reste toujours des coûts, et puis il faut être prêt. Quand on se lance, il faut être prêt à ce qu'il y ait des sacrifices à faire, et puis à y mettre les moyens. Là, ce que tu racontes, c'est que, donc, si vous avez bien compris, sur un budget de 7-8 000 euros, il y a les 3 quarts, c'est toi qui les as mis. Et il y a un quart qui est arrivé par le financement participatif. Il y avait beaucoup de proches, beaucoup de gens que tu connaissais. Et ce qui est quelque part logique dans un premier projet, puisque tu n'avais rien à montrer avant. Donc là, l'intérêt maintenant, c'est qu'il y a le film Les Amants et la mer qui existe. Et est-ce qu'il est vu ? Ou est-ce qu'il va être vu ? Enfin, comment pour l'instant, il n'est pas encore visionnable en termes de public. Je veux dire, il est en privé, parce que pour l'instant, je lui laisse faire sa vie en festival. Je l'ai inscrit sur quelques festivals. Puis après cette période-là, je pense l'ouvrir au public via YouTube. Oui, parce que la vie d'un film, d'un court-métrage, c'est pas d'aller directement sur YouTube. Oui, voilà, les gens peuvent se dire, ça m'intéresse ce film, je vais le regarder sur YouTube, mais tous les courts-métrages sont pas sur YouTube. Et puis l'intérêt de lui donner une vie en festival, c'est que au-delà d'éventuels prix, etc., c'est que surtout ça nous permet de rencontrer du monde, ça permet d'étoffer son réseau, parce qu'il y a quelque chose qui est super important, notamment dans le cinéma. C'est le réseau. On n'avance pas sans réseau, on n'avance pas sans les autres, et c'est en ça que c'est super important de le faire vivre en festival. Ouais, ça permet de rencontrer pour toi des professionnels, d'autres amateurs, enfin voilà, c'est étoffer son carnet d'adresses, de montrer le film à ces professionnels. L'expérience du festival, ça permet de voir que les gens voit le film et qu'il y a un rapport direct au public. On est dans le cinéma, quoi. Oui. Puis là, récemment, j'ai fait une projection privée avec une partie de l'équipe, avec mes parents aussi qui ont contribué à la cagnotte. C'est pour ça que les contributeurs pourront voir le prochain en projection privée. C'est vrai que ça fait quelque chose de voir son projet, son film sur grand écran. Moi, c'est la première fois que je voyais mon film sur grand écran, et en fait, voir Valentin Bellarbi sur le grand écran, ça m'a beaucoup marqué, ça a fait quelque chose. Et puis je me dis, en fait, voilà, j'y suis. J'avais envie de me checker, moi enfant, en me disant, mais regarde mon gars, t'as vu le parcours que t'as fait, et là tu t'es là aujourd'hui. Donc c'est super important de rencontrer son public et de lui donner une vie après, et une vie sur écran aussi, parce que même si c'est du court-métrage, il peut vivre sur des écrans. Et l'expérience aussi peut-être de voir son film, c'est flippant aussi, quelque part. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un stress qui est certain, parce qu'on se dit, on va être jugé en fait. On est là, et de toute façon, il est fait. On va pas le remodifier. Donc, il y a ce rapport au jugement, à se dire, en fait, je vais me faire juger et tout. Mais en fait, il faut passer au-dessus de ça. Le but, c'est de le montrer, c'est de
regarder le résultat et puis de se dire, en fait, il y a un parcours derrière, il y a tout un schéma qui s'est mis en place, toute une vie, en fait. Et puis voilà, et puis tu te mets devant et ce stress, en fait, il part pendant la diffusion. Après, il y a le stress de quand tu rallumes les lumières et tu sais, ok, bon, comment ça s'est déroulé. Mais en fait, l'important, je pense, c'est l'amour qu'on y met dedans. C'est si tu aimes ce que tu as fait, si tu aimes le film que tu as fait et que tu aimes le résultat qui donne, forcément ça va être apprécié. Évidemment, il faut nuancer, il y aura toujours des défauts et tout ne sera jamais parfait. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de si toi tu as aimé, si tu as pris du plaisir, forcément le public va prendre du plaisir. Comme au théâtre, quand tu prends du plaisir à jouer, il y a du plaisir qui est donné aux spectateurs. Vous pouvez donner de l'amour et donner sur Ulule Voilà. pour financer le prochain film de Valentin. On va en parler dans quelques instants, justement, le prochain film de Valentin Bellarbi, Le Foulard Bleu. Les bonnes décisions de Valentin Bellarbi. Les bonnes décisions avec Valentin Bellarbi, qui est toujours ici dans ce studio, pour parler de ton prochain film, Le Foulard Bleu. Donc, déjà, en préambule, si vous ne l'avez pas déjà compris, mais il y a une campagne de financement sur Ulule. Vous tapez Le Foulard Bleu ou vous tapez sur le lien qu'il y a en description, de manière à pouvoir soutenir ce projet. Donc, ce projet, Le Foulard Bleu, ça parle de quoi ? C'est quoi l'histoire, déjà, pour commencer, Valentin ? C'est une histoire de deuil, en fait. C'est l'histoire de Lisa, qui a entre 25 et 30 ans et qui vient de perdre sa mère des suites d'une longue maladie. Le film se concentre sur l'après des funérailles, sur ce moment-là où on se retrouve un peu seul avec soi-même, sauf que là, elle n'est pas réellement seule, puisque son père revient 10 ans après. Son père est parti durant la maladie de sa mère, parce qu'il ne voulait pas voir la femme qu'il aime dans un mauvais état. Et il est parti, il a fui la situation, laissant sa fille de 15 ans avec sa mère malade. Donc ça parle du deuil, aussi du rapport à la maladie et de ce qu'on peut avoir face à la mort. Et aussi les non-dits, parce que pendant 10 ans, ils ne se sont pas parlé. Lui, il se contentait de lui payer son loyer, et c'est le seul contact qu'ils avaient. Et puis du sacrifice aussi, parce que cette jeune fille a sacrifié son adolescence pour être avec sa mère, pour aider sa mère. Elle a peut-être sacrifié des histoires d'amitié, des grandes études ou qui sait. Mais en tout cas, ça parle du deuil et de tout ce qui se passe autour du deuil, d'essayer de le faire de manière intime, intérieure. Voilà. Donc c'est la confrontation entre un père et une fille, dans une situation forcément... hyper tendu émotionnellement, et c'est tout le passé qui revient, quoi. C'est ça, c'est le passé, c'est ces 10 ans de non-dit. Elle, depuis 10 ans, elle a envie de dire à son père, mais pourquoi en fait t'es parti ? Pourquoi ? Parce que elle avait que 15 ans, c'était une gamine. Elle avait d'autres choses à penser que d'aider sa mère qui était malade. Et donc je voulais prendre cet angle-là, j'ai toujours voulu travailler sur le deuil. Je me suis dit, de toute façon, là j'ai parlé dans le précédent, on en a parlé en première partie. Je parlais de l'amour, de la communication dans l'amour et de savoir ce qu'on veut entre deux personnes. Et là, je voulais vraiment traiter du deuil et surtout de comment faire son deuil à l'intérieur et le rapport au deuil des personnes d'une même famille. Parce que dans une même famille, on n'a pas le même rapport au deuil. Et ça me semblait intéressant de traiter ça aussi à la caméra dans ce principe du huis clos, où tu es obligé à un moment de te confronter dans un huis clos. Parce que tu peux pas partir. Tu es là. En cinéma, on parle de note d'intention, parce qu'on a le synopsis d'un côté qui raconte l'histoire, puis on a la note d'intention, c'est pourquoi ça me touche en tant qu'auteur, réalisateur. Donc je te pose cette question-là, c'est quoi ton intention ? Pourquoi t'as envie d'exprimer ça là par ce film ? C'est des questions, je trouve, qui sont souvent très compliquées parce que, comme je disais précédemment,
j'ai trouvé le cinéma que j'ai envie de faire, qui est un cinéma autour de l'humanité, et ça traite, là, on est vraiment dans le vif du sujet de l'humanité, de ce qui nous traverse en tant qu'être humain. J'ai traversé une période récente qui a été un peu compliquée pour moi intérieurement. Voilà, je vais pas forcément m'étendre dessus, mais j'avais besoin d'écrire quelque chose, de sortir un peu aussi tout ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de ça, du deuil, et même sans forcément parler de deuil, du sacrifice, tout ça. J'ai eu la nécessité de l'écrire, de le traiter à travers le personnage de Lisa et de Louis, le père, et de montrer quelque chose aussi, de montrer que en fait, les gens qui sont en deuil, ils sont pas seuls, ils peuvent en parler. Et ce qui est important, je trouve, dans une situation comme celle-là, comme celle qui sera montrée dans le foulard bleu, c'est la communication. Même si on ne peut pas comprendre le deuil, ce que traverse une personne qui est en deuil, on peut être là pour en parler. Et c'est aussi un peu ce que j'ai voulu montrer, mon intention dans le film, c'est que eux, pendant 10 ans, ils n'ont pas parlé. Alors que ça se trouve, s'ils avaient parlé... S'il a dit « je suis désolé, j'ai pas la force », le père, peut-être ça aurait fait d'autres choses, ils auraient pris d'autres décisions, etc. En tout cas, c'était aussi cette volonté de continuer dans ma thématique de l'être humain. Donc là, on a parlé de l'objet film, mais pour faire cet objet film, il faut une équipe. Donc toi, tu vas diriger cette équipe. Et une de tes valeurs, c'est quand même cette espèce de compagnonnage dans le film et une fidélité aussi à une équipe. Donc tu continues avec l'équipe des Amants et la mère. Oui, c'est ça. Et puis l'équipe va s'agrandir un petit peu parce que y a des postes qui n'étaient pas pourvus sur les Amants et la mère, et du coup j'ai très bien vu qu'à un moment il faut aussi avoir une équipe un peu plus conséquente, notamment un truc très important, et je dis ça pour s'il y a des futures personnes qui veulent faire des courts-métrages, prenez une régie. Super important. Oui, donc l'équipe va s'agrandir un peu, mais il y a aussi cette question de fidélité, de compagnonnage comme tu dis, et puis de confiance en fait. C'est que c'est une équipe en qui j'ai totalement confiance, pour leur avoir confié les Amants, et pour le résultat que ça a donné, franchement, pour une monde, je la changerais. J'ai beaucoup écouté ce que disait Alexandre Astier sur le cinéma. Voilà, il disait que lui, en gros, il ne veut plus travailler avec des connards, pardon des termes, et qu'il ne voit pas l'intérêt de tourner avec des personnes avec qui tu n'irais pas boire un verre avec. Et moi, ça fait partie de mes valeurs, ça. C'est vraiment, je travaille avec des gens avec qui je peux passer du temps, avec qui j'apprécie passer du temps, surtout que, par exemple, pour en revenir à notre expérience passée, on a passé 4 jours ensemble au même endroit avec l'équipe. C'est un truc où on peut avoir de l'appréhension là-dedans, et en fait, ça s'est très bien passé. On rentrait du tournage, on faisait des petits jeux entre nous, voilà. Tout se passait très bien, et donc je me dis, pourquoi pas réitérer l'expérience avec les mêmes, sachant qu'en plus, on a un peu aujourd'hui nos automatismes de travail, et puis bon, quand les gens font du bon travail, pourquoi changer? Et il y a aussi l'actrice principale, l'actrice des Amants et la mère, qui revient dans ce film-là, avec qui il y a une connexion aussi qui s'établit en termes de jeu, de réflexe de jeu, quoi. Oui, Elsa, c'est une actrice que je trouve fabuleuse. Je trouve qu'elle a vraiment... et puis, dans ce que j'ai envie de faire en termes de cinéma, je trouve que c'est extraordinaire. Je me rappelle du montage avec le monteur des Amants, où on regardait les scènes et on se disait, mais en fait, elle donne vraiment ce que moi j'attendais, notamment sur... Parce que j'aime, dans le cinéma comme dans le théâtre, les silences. Je trouve que ça habite, ça donne quelque chose, et je trouve que c'est une actrice particulièrement douée dans la manière de gérer le rythme de ces silences. Maxime, qui était acteur sur Les Amants et la mer, revient aussi sur Le Foulard Bleu, mais pas en tant qu'acteur. Il va revenir, on aura des petites photos de tournage qu'on pourra alimenter, notamment sur la cagnotte Ulule, et puis aussi sur mes réseaux sociaux, voilà. Donc maintenant, tu as ton équipe,
Tu as évidemment ton scénario, ton découpage, tout est prêt. Ça tourne quand ? Je tourne au mois d'octobre. Ce qui est marrant, c'est que ça fait quasiment 1 an après Les Amants et la mer que j'avais tourné déjà au mois d'octobre de l'année dernière. Donc je tourne en fait du 13 au 16 octobre. Celui-là sur Paris, parce que c'est plus simple en termes de déplacement. Voilà, donc il y a eu ce choix aussi à faire. On parlait des choix précédemment. Il y a eu ce choix à faire. J'aurais pu rechoisir la Normandie, que j'affectionne, mais qui reviendra dans des prochains projets qui sont déjà en gestation. Donc, ok, tu tournes en octobre, mais c'est un peu le nerf de la guerre aussi, c'est que pour tourner, il faut des moyens. Donc, il y a la campagne de financement participatif qui est lancée sur Ulule. Comment se passe justement cette campagne ? Vu que tu as déjà fait une campagne pour ton premier film, là maintenant, combien tu vises avec cette campagne ? Celui-ci, en tout cas, il est moins coûteux que Les Amants à la mer. Je pense que c'est aussi pour ça que je choisis le huis clos, que je ne fais pas de scène cimetière avec toute la procession funèbre qu'il pourrait y avoir pour la mer. J'estime le film à 3 500 €. Après, évidemment, ça reste du cinéma, ça reste des imprévus, donc il y aura forcément des choses à gérer au moment du tournage notamment. Peut-être des cartes SD à racheter, des trucs comme ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, l'estimation est à peu près à 3 500 € de coût pour ce film. Minimum, quoi. Minimum, ouais. On va dire ça. Minimum. Toujours plus. Toujours plus. Un film ne coûte jamais le prix minimum qu'on attend. Bah là, tu lances cette campagne pour qu'on puisse soutenir ton projet. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui écoutent ce podcast ? Donc déjà, ils savent un petit peu plus qui tu es. Ils ont peut-être vu Les Amants et la mer en festival. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils te soutiennent, qu'ils soutiennent ce projet ? Que déjà, ça aide beaucoup, évidemment. Non, et puis ça permet à un film de se faire, parce que aussi ça c'est dans ma vision du cinéma, mais un film ne se fera jamais seul. J'ai essayé, c'est pas une bonne idée. Un film ne se fait jamais seul, et on peut tous participer à notre échelle à un film. Et là, ce qu'on attend, c'est un financement, donc c'est un engagement particulier. C'est pas le même engagement que de te dire oui, je serai présent sur le tournage, et voilà. Mais mine de rien, pour moi, ça fait que les personnes qui contribuent font partie de l'aventure du film, font que ce film va exister, va naître. Et puis, je compte faire pour celui-ci une projection privée aussi avec tous les donateurs, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au film. Et puis, donner sur Ulule, l'avantage, c'est qu'on peut donner entre 10 et beaucoup plus. Même 10 €, en fait, ça fait avancer les choses. Ça fait qu'un bout du film vous appartient aussi. Moi, je suis le réalisateur, je suis à la base de la création, mais sans financement, le film n'existe pas. Donc, ce qu'on propose aux donateurs, c'est un rôle aussi très important, qui est celui du financier, celui de la personne qui te permet d'atteindre les objectifs attendus, sachant que derrière, j'ai envie qu'il ait aussi une vie en festival, qu'il ait un traitement complet. Donc voilà, on attend quand même quelques petits dons. Et justement, le fait aussi de lancer cette campagne, ça fait qu'il va y avoir des donateurs. Et finalement, c'est aussi créer une première communauté autour du film, pour que ça prenne et que ça soit relayé. Oui, c'est ça. Quoi. C'est encore une fois, c'est dans ma vision des choses, c'est que on fait une communauté autour du film. Puis rien ne nous empêche aussi d'avoir ce temps d'échange avec les donateurs. Moi, je suis assez disponible si après avoir donné, ils veulent me contacter soit par mail, soit par Instagram et tout, pour avoir des infos sur le projet et tout. Moi, je reste très ouvert. J'aime parler des projets, j'aime parler de cinéma. Donc, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est quand même important de valoriser les personnes, que ce soit les personnes qui vont travailler sur le film, qui vont donner de leur temps pour le film, ou qui donnent un peu de leurs moyens au film. Ça reste des personnes qui font partie
de la vie du film, qui font partie de l'équipe aussi, parce que sans eux, il n'y a pas de film, comme je dis. Et du coup, je pense que c'est très important d'avoir du monde qui fait vivre ce projet. Eh ben écoute, Valentin, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. Donc, le financement participatif sur Ulule, vous avez le lien en description de cet épisode. C'est jusqu'à quand ça se C'est clôture jusqu'au 21 septembre. 21 septembre. Donc, c'est maintenant. Ouais, voilà. Parce qu'après, c'est pour avoir le temps de la location de matos, location des lieux, etc. Et pour tourner en octobre, Ouais. et puis après monter, C'est ça. produire, et puis diffuser. Donc ça sera la suite du film Le Foulard Bleu. Si vous voulez suivre Valentin sur Insta, Oui. on tape quoi ? Vabel-studio. Donc ça aussi, vous le retrouvez en description de l'épisode. Et puis aussi une manière de soutenir, c'est de faire tourner cet épisode, de le diffuser, de diffuser les stories, les réels qui sont là pour promouvoir le financement participatif et puis cette belle aventure qui est Le Foulard Bleu. Valentin Bellarbi, merci beaucoup. Merci Vincent, et puis merci de pouvoir donner aussi une voix à ce projet. Force à toi, force à toute l'équipe, et on suivra évidemment cette aventure sur les réseaux sociaux, puisque vous avez un photographe de plateau qui va être là. Qui va pouvoir faire bien des sûr. photos. Donc super. Bien sûr, et puis il fait vraiment des belles photos, Max. Merci Valentin, Merci. et puis bonne chance pour le Foulard Bleu. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Bonnes Décisions, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux, comme une impro, et puis les Bonnes Décisions sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Salut! Les bonnes décisions. Un podcast de Vincent Posé.